Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour parler couple, identité et sexualité. Pour traiter de cette thématique, je suis accompagnée de 3 nouvelles personnes. Sam Henry, chargé de prévention à l'ENIPS, Daniel Ross, psychologue, psychopraticien relationnel et sexologue, et de Marie-Ange Philippe, créatrice de l'émission Au fond des choses, diffusée sur Viastel. Nous allons donc parler de la place de la sexualité dans la construction d'une personne, de la place de la sexualité dans un couple. Nous allons parler des identités, des sexualités et du tabou qui plane au-dessus de ces sujets. Nos intervenantes et intervenants vont à présent se présenter. Écoutons-les. Moi, je m'appelle Samantha Henry. Je préfère qu'on m'appelle Sam, ça me va très bien. Et je suis chargée de prévention à l'association ENIPS. Alors, l'ENIPS, c'est un acronyme qui veut dire Équipe nationale d'intervention prévention en santé. Et c'est une association qui s'occupe de la santé sexuelle de manière globale. Donc, ça va inclure, bien sûr, les IST, comme le VIH et le reste, où, en tant que chargée de prévention, on va faire du dépistage par TROD, c'est-à-dire une goutte de sang au bout du doigt, où on va faire du dépistage donc pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C à l'heure actuelle. Mais quand on parle de santé sexuelle, c'est aussi de manière globale, donc ça peut inclure la consommation de produits, les violences, les discriminations. Et l'ENIPS, c'est une association qui existe depuis une 30aine d'années et qui était, alors maintenant ça a un peu évolué, on a élargi nos publics, mais qui était et qui est toujours à destination d'un public LGBTQIA+. C'est un acronyme également sur lequel on va revenir. Donc, je suis Daniel Ross et je suis psychothérapeute, sexologue et conseiller en relations conjugales. Je travaille dans un cabinet libéral et je travaille aussi en relation avec des services pénitentiaires. J'anime des stages par rapport aux violences conjugales, donc des stages d'auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive et qu'il y ait une prise de conscience du fait qu'ils soient auteurs. Je m'appelle Marie-Ange Philippe, je suis l'animatrice, la créatrice, la réalisatrice, un peu les trois, d'une émission qui s'appelle Au fond des choses, qui a été diffusée sur France 3 Corse via Style et qui a pour but de parler de sexualité par le prisme des sciences humaines. En fait, le but, c'est de décortiquer la sexualité dans notre société et plus particulièrement la société insulaire. Avec des invités qui n'ont pas forcément de rapport avec la sexualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des sexologues, on n'a pas que des infirmières du planning familial, on n'a pas que des actrices porno, on a des gens de la société civile, artistique, politique, qui sont là pour donner leur avis, décortiquer, comme je le disais tout à l'heure, la sexualité via des thèmes et des sujets différents. Marie-Ange, il semble intéressant de se demander avant tout pourquoi parler sexualité, c'est encore tabou. Je dirais pas que c'est forcément tabou. Ça dépend du cadre dans lequel on est. Ça dépend si on parle de sexualité avec ses potes, avec ses parents, dans le cadre de l'école, sur un média. Je pense qu'on a tous des souvenirs d'adolescence et même pas d'adolescence où en fait c'est très facile de parler de sexualité avec ses copains. Alors on n'en parle pas forcément de manière très fine et bienveillante, mais en tout cas on en parle et il y a peu de retenue quand on est ado ou jeune à parler de sexualité. On n'en parle pas forcément de la bonne manière, mais c'est autre chose. En revanche, la pudeur se déplace suivant le cadre. Je trouve, mais ça n'est qu'un avis personnel, qu'il y a peu de difficultés à parler de sexualité. On en voit sur des grandes chaînes de télévision publiques ou privées. Vous prenez n'importe quel magazine, qu'il soit féminin ou masculin, il y a des sujets sur la sexualité. Des grands titres comme Le Monde, Libération, Le Figaro ont des rubriques sexualité. En revanche, ce qui est, tabou, ce sont les mots et la façon dont on parle de sexualité. On a encore la crainte du vulgaire.
ou de l'intime et des choses qui vont trop loin. Or, alors, on a tous écouté plus jeune dit Fool, et je crois que ça existe encore. On peut parler d'expérience sexuelle et de notre propre sexualité, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de sexualité dans la société. Et pour ça, on n'a pas besoin de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le vulgaire, même si le vulgaire est à définir, ou le très intime. Je prends un exemple. L'IFOP a monté un observatoire sur la sexualité féminine. J'ai vu le Figaro ou l'Express, un des deux titres, je ne sais plus lequel, relayer une information sur l'augmentation de la pratique de la sodomie. Donc c'est pour vous dire que il n'y a aucune pudeur à écrire ce genre d'article. On peut se dire, en fait, on s'en fout un peu de qui pratique la sodomie, qui ne la pratique pas. Ça peut paraître complètement anodin. Ça ne l'est pas vraiment parce que ça devient limite politique. Il y a des pays où encore la sodomie est interdite et où ça sert d'argument à pénaliser l'homosexualité, parfois par des peines de mort. Et en fait, par ces sujets qui peuvent paraître anodins, comme l'augmentation de la sodomie, de la pratique de la sodomie, en fait, on voit bien se creuser des différences entre société, genre, sexualité, pays, politique, etc. Ce sont des différences de perception, des différentes manières de communiquer, selon le cadre, comme tu le dis si bien, Marie-Ange. Par exemple, on va avoir du mal dans certains cas ou avec certaines personnes de parler sexualité, de parler de l'acte sexuel en lui-même, alors que nous allons adorer parler grossesse, concevoir des enfants et faire grandir la famille, etc. Parlons justement couple et perception du couple dans la société avec toi, Daniel. Le couple, il y a eu une évolution du couple dans la société, à savoir que le couple avant, c'était plus une relation entre deux familles, c'est-à-dire que c'était plus une notion de gestion d'un patrimoine, de gestion d'acquis. La femme avait un rôle certes important, mais très peu important dans la société. Elle n'avait pas de droit, elle n'avait pas de droit de vote, elle n'avait pas de droit de compte bancaire. Toutes les décisions qu'elle devait prendre, elle devait demander l'accord de son mari. Progressivement, le couple a évolué. Alors le véritable couple a commencé à voir le jour aux alentours du Moyen-Âge, avec l'instauration d'un couple avec une évolution qui va vers la famille. Progressivement, il y a cette institution couple qui a pris de plus en plus de place dans la famille, puisque le couple, finalement, c'est à la fois un reflet de la société, et la société elle-même est le reflet du couple. Donc c'est une évolution qui s'est faite progressivement jusqu'à arriver, alors je passe du Moyen-Âge aux années 60, c'est assez rapide, j'en conviens, mais c'est vraiment dans les années 60 qu'il y a eu une énorme évolution dans le couple, puisqu'il y a eu cette révolution sexuelle, il y a eu cette revendication féminine. La femme a pris conscience du rôle qu'elle avait, des inégalités. La femme a pris conscience du fait qu'elle pouvait participer à la société. Alors il y a des sociétés qui avaient déjà donné des rôles aux femmes. En Corse, par exemple, le droit de vote du temps de Pascal Pau, où les femmes avaient déjà le droit de vote. C'était une des premières démocraties dans laquelle les femmes avaient un droit de vote. Bon, ça n'avait rien à voir avec le droit de vote qu'on pourrait voir aujourd'hui, puisque c'était plus les femmes nobles qui avaient les droits de vote, mais c'était déjà les prémices de quelque chose. Durant la Révolution française, il y a Olympe de Gouges qui a essayé d'apporter une révolution dans la révolution, c'est-à-dire qu'elle a voulu, par le biais de la révolution, elle a voulu faire en sorte que la femme puisse elle aussi participer à cette révolution. Malheureusement, les mentalités avaient assez évolué pour que le peuple se libère, mais pas assez pour que la femme elle-même se libère. Donc il a fallu quand même attendre encore des centaines et des centaines d'années. Donc nous revenons aux années 60. Qu'est-ce qui se passe dans les années 60 ? Prise de conscience de beaucoup de choses. Prise de conscience de la part de la femme au niveau sexuel, qu'elle a droit, elle aussi, à une sexualité, et qu'elle a droit, elle aussi, à un orgasme, tout bêtement. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui fait
que l'homme a pris le pouvoir depuis la nuit des temps, c'est cette prise de conscience de la sexualité de la femme. La femme a une sexualité qu'on pourrait nommer multi-orgasmique. L'homme a une sexualité mono-orgasmique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est déjà par rapport à l'homme, il y avait cette différence. Et l'autre différence qui a toute son importance, c'est le fait du fait de la grossesse. C'est-à-dire que c'est la femme qui porte l'enfant, donc quelque part c'est la femme qui pouvait décider du fait d'avoir un enfant ou pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans les années 60 ? Arrivée de la pilule contraceptive. Donc finalement, c'est la femme. Donc c'est la femme à ce moment-là qui prend possession de son ventre et qui décide de l'instant où elle va pouvoir tomber enceinte. Donc là, l'homme perd de son pouvoir. Parce que finalement, avant, un rapport sexuel, une fois sur deux, donnait lieu à une grossesse. À partir du moment où la pilule contraceptive arrive, la relation sexuelle non seulement ne donne pas lieu à une grossesse, mais qui plus est, il y a une notion, ça va peut-être faire rire, mais il y a une notion d'obligation de résultat. C'est-à-dire que l'homme est obligé d'être performant. Sam, pourquoi lorsque nous parlons couple, pensons généralement hétérosexualité ? Je pense que c'est avant tout une question de normes et d'éducation et de ce qu'on considère être normal, naturel et de ce qu'on considère l'être moins. C'est-à-dire que l'hétérosexualité nous est amenée dès notre plus jeune âge, avant même qu'on naisse, je pense, comme la norme, comme la nature, comme le fait qu'un homme doit être avec une femme, qu'il y ait une question que les deux se complètent, que les deux... puissent faire des enfants, voilà, qui est tout ce cadre de la reproduction et du schéma familial hétérosexuel, parce que, outre le couple, je pense qu'ensuite, ça inclut un schéma familial hétérosexuel. Pour moi, ça, c'est des questions d'éducation, c'est des questions de culture et de comment on nous éduque dès le plus jeune âge et comment... par la suite, les gens qui vont devenir parents, si hétérosexuels je parle, vont éduquer leurs enfants dans cette norme-là également, ce qui fait qu'on a tendance à penser que c'est naturel, alors que finalement, c'est plus une question de stéréotypes qu'on nous inculque dès le plus jeune âge et qui fait que l'hétérosexualité est la norme toute puissante et que c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de sexualité et de couple. Et d'après toi, Marie-Ange ? Je pense que tout simplement parce que les autres sexualités émergent à peine. En tout cas, sont libres de s'exprimer à peine maintenant. C'est pas qu'elles sont nouvelles, mais elles sont un peu plus libres de s'exprimer et d'avoir des droits à peine depuis quelques années. Donc c'est normal qu'il y ait un retard d'expression sur la sexualité et sur ça. Par contre, je trouve qu'il y a un paradoxe intéressant dans le fait de parler de sexualité, enfin dans les personnes qui parlent de sexualité. On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'on a l'impression que les garçons se désintéressent un peu de la prévention sexuelle et en même temps, il y a beaucoup moins d'enjeux qui pèsent sur eux, c'est-à-dire que la sexualité est moins coercitive chez les hommes. Il y a moins d'enjeux à la fois physiques et moraux. Virginie Despentes le décrit très bien dans King Kong Theory. Lorsqu'on est une fille, à l'inverse des garçons, on a ce poids d'être trop mais pas assez. C'est-à-dire on doit être séduisante mais pas trop, salope mais pas trop, gentille mais pas trop. Enfin voilà, il faut toujours être un bon coup mais pas être nymphou non plus. On a toujours un peu ces entre-deux à maintenir si on veut être la fille cool, la fille bien, etc. Les garçons, bon, ils fourrent leur marché à n'importe où, ils sont encensés pour faire des grosses caricatures. Donc ils ont une sexualité plus libre, plus libérée, enfin moins coercitive, mais pour autant, si on regarde les articles, les podcasts, les émissions de télé, ce sont quasiment que des femmes qui parlent de sexualité. Et je trouve que ce paradoxe est intéressant, c'est-à-dire que à la fois les femmes sont prises dans leur quotidien par un espèce de carcan,
mais ce sont elles à l'origine des discours les plus prolixes et les plus libres sur la sexualité. Je n'ai pas d'explication à ça, mis à part que en général, quand on est restreint dans une partie de sa vie, on a tendance à exprimer plus librement ça. L'homosexualité dans les années 80, c'était exactement ça. C'était des communautés très restreintes et qui avaient une partie d'entre eux, ou d'entre elles en tout cas, avaient cette expression de leur sexualité tout à fait assumée, débordante. Alors c'est peut-être ce qui se passe maintenant, je ne sais pas, il faudra avoir le recul, mais je trouve que ce paradoxe était intéressant. En effet, dans la construction personnelle de chaque individu, nous retrouvons les mêmes facteurs qui nous influencent. Ceux-ci varient en fonction de la localisation de la personne et de l'époque. Les facteurs extérieurs qui participent à la construction d'une personne, qui participent à la construction de ses croyances, convictions, de ses idéologies, mais également de ses stéréotypes, sont la famille et les proches, l'école et la documentation, les ressources associées, la société, les lois, les médias, les films, etc. et la religion. En parlant d'école, notamment, peut-on parler de tabous sur les sujets liés à la sexualité, Marie-Ange ? À l'école, oui, il y a peu d'éducation sexuelle. En tout cas, il y en a une, mais je crois très basique. Ça évolue de plus en plus, hein. Même dans les manuels d'éducation sexuelle, la sexualité n'est plus vue que d'un point de vue de la prévention. On parle de santé sexuelle, donc de santé sexuelle dans son ensemble, ce qui inclut le bien-être aussi mental. À l'école, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont eu un peu une fonction de prise de conscience, parce que, en fait, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup de sexualité dans le couple. Maintenant, on parle énormément de sexualité et d'individus. C'est-à-dire que quand on parle de sexualité, c'est centré sur l'individu, comment ça marche physiquement, fonctionnellement, qu'est-ce qu'on peut ressentir, etc. Et de l'individu dans l'espace public, c'est-à-dire qu'est-ce que peut représenter de porter telle tenue, d'avoir des poils, etc. Là où il y a eu un déplacement, où dans les années 80, 90, allez peut-être jusqu'aux années 2000, on parlait beaucoup de sexualité dans le couple. Là, maintenant, quand on parle de sexualité, c'est plus recentré sur un individu et sa place dans un collectif donné. Une enquête nationale #NouToutes sur les séances d'éducation à la sexualité est sortie sur les réseaux sociaux début février. La communication NouToutes sur les réseaux sociaux nous dit que la loi prévoit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an, de la primaire au lycée. Cette obligation n'est pas respectée, car au lieu de 21 séances préconisées, en 7 ans, il y en a environ 3 qui sont dispensées. Cette étude a été réalisée dans toute la France, et le post de NouToutes nous dit également que les thèmes abordés principalement sont: en première position, nous retrouvons les IST, les infections sexuellement transmissibles à 83%, des organes génitaux masculins à 77% viennent en seconde place. En troisième position, le harcèlement à 26%, ensuite le consentement à 22%, les violences sexistes et sexuelles à 7% et l'identité de genre à 4%. De nombreuses associations travaillent sur le sujet pour que les thèmes actuels arrivent dans les écoles, ou du moins arrivent jusqu'aux jeunes. Donc on s'est dit que le mot tabou n'est pas le mot adéquat pour expliquer ce phénomène de non-dit, mais alors pourquoi on n'en parle pas, Marie-Ange ? Dans les années 80, en fait, ce qu'on oublie un petit peu maintenant, nous,
c'est qu'on est l'héritage d'une génération sida. Et que la prévention... Avant, dans les années 70, il n'y avait pas d'éducation à la sexualité. Elle est arrivée... en tout cas, elle était très, 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 très pauvre. Il fallait juste pas tomber enceinte. Ou en tout cas, si on tombait enceinte, on était vite mariés, ou alors on avortait de manière clandestine pour faire une grosse caricature. Dans les années 80, il y a eu le sida, et donc du coup, la prévention a pris vraiment le pas sur le plaisir, etc. Parce que effectivement, il n'était pas que question de plaisir. Il a fallu rappeler aux gens que oui, la sexualité c'est une question de plaisir, mais pas que. Il y a des enjeux médicaux. D'ailleurs, il y a eu pendant 20 ou 30 ans un travail formidable de l'État et des associations sur ça, puisque le sida a reculé. Il augmente de plus en plus ces dernières années, et c'est pas anodin, parce qu'on a l'impression qu'il n'existe plus et que les jeunes se protègent moins. Donc je pense qu'il y a de ça, que la prévention a pris beaucoup, beaucoup de place à cause ou grâce à ça. Maintenant, il faudrait passer à une étape supérieure. Alors ne pas oublier la prévention, parce que les IST sont en constante augmentation, mais effectivement parler aussi la sexualité, c'est un rapport, donc parler aussi de ce qui se passe quand on est 2 ou 3 ou 4, peu importe, ou seul même, et de la notion, entre autres, de plaisir. Et je pense qu'on n'en parle pas aussi parce que c'est, pour le coup, très difficile, lorsqu'on n'est pas formé, de parler d'un plaisir. Et c'est, je pense aussi, difficile pour les jeunes de se livrer sur leur propre plaisir. C'est difficile dans une classe de dire moi, ce qui me fait bander, c'est ça, ce qui me fait mouiller, c'est ça. Bon, après, on le fait entre copains, et c'est très bien, mais je pense que c'est compliqué à le faire dans une classe. Je pense qu'il faut former de plus en plus de personnes à ça, et c'est ce que l'État est en train de faire, si j'ai bien suivi toutes les actions qui ont été menées et qui vont l'être, de prendre la santé sexuelle dans son ensemble, de la prévention au plaisir jusqu'à la transmission des maladies. L'arrivée de la contraception a aussi eu des retours négatifs. Les hommes jusqu'alors géraient la sexualité de leurs femmes, et avec la contraception, ils ne sont plus les seuls décisionnaires de la grossesse. Peux-tu nous en parler, Daniel ? Tout à fait, c'est-à-dire que cette notion d'avoir la possibilité d'avoir un rapport sexuel sans tomber enceinte a permis à la femme, je ne veux pas dire que toutes les femmes l'ont fait, mais a ouvert à la femme le fait de pouvoir aller voir ailleurs. Donc, d'où cette obligation de résultat. C'est-à-dire que si je te fais jouir, tu vas rester, alors c'est assez schématisé de dire ça comme ça, c'est pas aussi simple, mais quelque part, si je te fais jouir, tu restes, si je te fais pas jouir, tu t'en vas. Donc je parlais tout à l'heure de cette notion de chaud lapin. Avant on disait d'un homme, c'est un chaud lapin, ça voulait dire que c'était un homme à femme. Un lapin qui a une relation sexuelle, ça dure 30 secondes. Donc un homme qui avait une relation sexuelle qui durait 30 secondes, c'était un chaud lapin. D'où cette obligation de maintenir son éjaculation pour pouvoir faire en sorte que madame puisse avoir son orgasme. Donc ça fait tout un chamboulement dans l'inconscient collectif, finalement. Quand j'ai des jeunes hommes qui viennent me voir en me disant « je suis éjaculateur précoce », ok, d'accord, vous éjaculez au bout de combien de temps ? Au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous êtes loin d'être un éjaculateur précoce. Dans l'inconscient collectif, je pars un peu dans tous les sens, mais dans l'inconscient collectif, avec la pornographie, où aujourd'hui on voit des scènes où l'acte sexuel dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça c'est dans un film. Dans la vraie vie, c'est pas évident. D'accord ? Donc il y a cette notion je reviens sur cette obligation de résultat, sur cette notion d'avoir la possibilité pour ces dames d'aller voir ailleurs. Donc ça chamboule tout dans le couple. L'homme perd de son pouvoir auprès de la femme, tant sexuel, on l'a vu, que financier. Alors, et certes, aujourd'hui, quand la femme travaille dans le couple, c'est plus parce le couple ne peut pas faire autrement, parce que la vie a tellement évolué que maintenant, s'il n'y en a qu'un sur 2 qui travaille, c'est pas évident de s'en sortir.
Mais à l'époque, quand les femmes travaillaient, quand je dis à l'époque, je parle des années 60, quand les femmes travaillaient, ça leur permettait d'avoir leur propre argent. Donc là, c'est quand même un grand tournant dans l'évolution du couple. Ça les a placés sur un pied d'égalité d'un côté, mais les stéréotypes sur la sexualité persistent. Ça a été un chamboulement et on voit ce que ça a provoqué dans les mentalités, et on voit que les mentalités sont toujours là, puisqu'aujourd'hui un homme qui a plusieurs relations sexuelles, c'est un don Juan, et une femme qui a plusieurs relations sexuelles, excusez-moi du terme, c'est une pute. Et on est au XXIe siècle. Donc on voit que ce chamboulement dans les années 60, ça a des répercussions, mais malgré tout, dans l'inconscient collectif, reste ce schéma archaïque et assez machiste. La société machiste fait que l'homme fait tout pour conserver son pouvoir. Nous venons de voir que parler sexualité, c'est assez complexe. Cela fait référence à de nombreuses notions, et ces notions, selon le cadre dans lequel elles sont abordées, font face à plus ou moins de non-dits. Autant à nos amis, nous pouvons en parler assez librement, selon la relation que l'on développe avec eux, des peurs, des envies, des fantasmes, des ratés ou des bons moments, autant à l'école, ces sujets sont complètement tus. Entre porno et éducation sexuelle scolaire, partielle, nos croyances et nos actes peuvent être assez déconnectés de la réalité ou des possibilités. Le temps d'un rapport sexuel, par exemple, le corps de l'autre, le plaisir, etc., mais pas que. Parlons à présent de la diversité de ces notions. Quelle est la place du sexe dans la construction d'une personne et dans un couple ou une relation, Daniel ? Alors, la place du sexe dans la vie de l'individu, elle est primordiale. Primordiale, ça ne veut pas dire que elle doit prendre 90 ou 95% de la vie de l'individu. Mais elle fait partie de la vie de l'individu, tout comme elle fait partie de la vie du couple. Donc cette sexualité, elle sert à s'émanciper, elle sert à se donner confiance, elle sert à voir qu'on plaît. La notion de plaire et la notion d'être désiré est un petit peu différente. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien nous plaire sans pour autant qu'on désire cette personne. Donc cette notion de sexualité, elle a ce double impact. Je plais et je suis désirable. Dans cette notion de sexualité, on retrouve la facilité de l'individu à se présenter à l'autre, à accepter son corps, à accepter ce qu'elle est, cette personne. Donc finalement, la sexualité, elle prend toute sa place. La sexualité, elle permet à l'individu, quelque part, de s'exprimer. Très souvent, on vit sa sexualité de manière différente de ce qu'on est dans la vie. Très souvent, des gens qui sont je schématise en tournant nos biens, on va toujours trouver des personnes qui sont différentes de ce que je dis, mais très souvent, une personne qui est dans une certaine passivité dans la vie de tous les jours peut avoir une sexualité assez dure, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre la vie en dehors de la sexualité et la sexualité. Donc c'est un moyen d'exprimer à la fois des opinions, des sentiments, etc., etc. La sexualité, elle est totalement différente pour l'homme et pour la femme. Alors on a vu tout à l'heure que la sexualité, déjà la notion d'orgasme, la femme est multi-orgasmique. Donc dans un acte sexuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle peut avoir 1, 2, 3, plusieurs orgasmes. L'homme, alors c'est pas qu'il soit multi-orgasmique, qu'il ne soit pas multi-orgasmique, c'est qu'à partir du moment où il y a eu éjaculation, il y a perte d'érection, et donc il faut retrouver cette érection pour pouvoir retrouver cet orgasme. Donc il y a une différence entre l'homme et la femme, tout bêtement. La sexualité, ça n'est pas uniquement la pénétration. La sexualité, on entend toujours, on n'a pas eu de rapport sexuel, oui, une fellation ou autre, c'est un acte sexuel. Donc l'acte sexuel, c'est pas uniquement la pénétration. Il y a toutes ces caresses, tous ces préliminaires qui font que la caresse est importante. On a vu tout à l'heure que l'individu enregistrait sa vie par le biais des sens.
La caresse, c'est tout simplement le fait de toucher l'autre. Donc si je te touche, tu ressens quelque chose. Ça fait partie de nos sens. Donc la grande différence, on voit souvent qu'il y a des individus qui n'aiment pas être touchés, qui n'aiment pas être caressés. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance. Je ne veux pas dire qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais peut-être que tes parents n'étaient pas tendres, peut-être que tes parents ne te prenaient pas dans les bras, donc tu n'as pas l'habitude de vivre ce genre de choses, donc ça va avoir des répercussions dans ta sexualité. Quand on est dans un couple où monsieur, par exemple, aime caresser, mais que madame n'aime pas être caressée, ça peut créer des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je vais vivre cette chose ? D'où l'importance de communiquer et de fixer des règles. Et on arrive par ce biais à ce que j'appelle être les piliers du couple. Les piliers du couple, ils ont tous leur importance et ils ont tous une incidence les uns sur les autres. 3 piliers, la sexualité, puisqu'on en parle, la confiance et la communication. Voilà. Donc la sexualité, comme on a vu que la notion de normalité dans le couple, il n'y a pas de normes. Donc dans la sexualité, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire, la seule norme à mettre en place, c'est la notion de respect. À partir du moment où il y a un respect, la porte est ouverte à tout type de sexualité. Et quand je dis il n'y a pas de normes, c'est simplement le fait de dire si un couple fait l'amour tous les jours ou 2 fois par jour, il ne va pas être forcément plus équilibré qu'un couple qui fait l'amour 1 fois par semaine ou 1 fois par quinzaine, ou voire même ne fait pas l'amour du tout, parce qu'il y a des couples qui ne font pas l'amour, qui n'ont pas de sexualité, mais c'est une décision commune. Voilà, c'est très très important cette notion de prise de décision en commun. Si on décide de ne pas avoir de sexualité, ça fait partie, c'est un pilier, le pilier sexualité, il sera entre guillemets vide, mais ça sera une décision commune. Quand c'est une décision qui est unilatérale, je décide d'eux, là ça crée des problèmes. Deuxième pilier, la confiance. La confiance au sens large du terme. Si le couple a des enfants, je sais que tu peux t'occuper des enfants. Je sais que si je te donne la carte bleue, tu ne vas pas exploser les comptes, etc. Je sais que tu ne vas pas aller voir ailleurs. Donc la confiance au sens large du terme. La communication, 3 niveaux de communication. Premier niveau, la communication de base, celle que pratiquement l'ensemble des couples met en place. Bonjour, passe-moi le sel, communication de base haute, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Deuxième niveau, on est dans la communication au niveau des buts, des projets. Un individu pour avancer a besoin de buts, un couple pour avancer a besoin de buts. But ultime, avoir un enfant ou construire ou acheter un appartement ou construire une maison, mais pas que. Parce que sinon, ça serait assez restrictif. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Est-ce qu'on prend des vacances, etc., etc. La vie de couple, y a quelque chose d'assez contrastant dans la vie de couple, c'est ce train-train quotidien. C'est-à-dire que le train-train quotidien, il est nécessaire au couple pour s'ancrer dans le fait d'être un couple, mais à la fois, il est dévastateur. Parce que il y a plus ce petit peps qui fait qu'on est bien avec l'autre. Donc le fait d'avoir des buts et des projets va permettre de pouvoir sortir de ce train-train quotidien. 3e niveau de communication, c'est ce que j'appelle la communication intime. C'est-à-dire que très régulièrement, il faudrait, je le mets au conditionnel parce que très peu de couples le font, il faudrait faire un bilan sur le couple. 1 fois par mois, on va discuter. Où on en est. On va parler des choses positives, parce que chaque fois qu'un couple se parle, généralement, c'est pour se faire des reproches. Ça fait reculer la communication. Il faut qu'on se parle. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on se parle. Généralement, quand on dit ça, c'est que ça ne va pas. Tandis que si on a cette communication récurrente, 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre, on sait qu'on va parler du couple, on va parler des choses positives du couple. Ça rassure de savoir d'entendre l'autre dire telle et telle chose de positive sur le couple. Ça rassure de l'entendre et ça rassure de le dire. Et on va parler de ce qu'on aimerait changer. Et ce qu'on aimerait changer, on rentre là dans ce qu'on appelle la notion d'effort. L'être humain, il y a un dicton qui dit « chasser le naturel, il revient en galop ». C'est pas le naturel qui revient en galop, ce sont les habitudes, ce sont les modes de fonctionnement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les modes de fonctionnement. Donc, l'effort va permettre de changer un mode de fonctionnement
Et tant que ce mode de fonctionnement n'est pas changé, il faut faire un effort. Le jour où on n'a plus besoin de faire cet effort, on a changé son naturel. D'accord ? Donc l'effort a besoin, le changement doit être fourni par le biais d'un effort. Mais très souvent, quand on dit dans un couple, il faut faire un effort, on entend dire, ah non, mais s'il faut faire un effort pour faire ça, non, je préfère que ça vienne de manière naturelle. Le champ commun du couple, si on représente le couple par deux cercles qui se rencontrent, il ne faut pas que ces cercles viennent exactement l'un sur l'autre, parce que ça voudrait dire que l'un des deux individus n'existe plus. Il faut qu'il y ait un champ commun, et le but de ces trois piliers, c'est d'élargir le champ commun. Mais il est très 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 important dans le couple, on va prendre par exemple un couple avec enfants, il est très important pour madame d'être mère, d'être conjointe ou épouse en fonction d'eux, mais aussi d'être femme. Ce sont ces trois rôles qui sont primordiaux. Et pour monsieur, d'être un homme, d'être un conjoint ou un mari, et d'être père. Parce que si je ne suis que père, ou si tu n'es que mère, arrive à un certain moment, où est le couple et où est l'individu ? Donc on voit que ces trois rôles sont très très importants pour trouver un juste équilibre. Vous le savez, la place des mots dans la construction d'une personne, dans les rapports interpersonnels ou dans l'inclusivité générale ont une importance. Un mot qui, encore une fois, a perdu son sens premier est le mot préliminaire. On l'associe au cunnilingus, à la fellation, aux caresses, etc., avant la pénétration. Mais ce mot a une grande part de sexisme ordinaire car il signifie avant le limage. Préliminaire, avant l'action de limer. Ça signifie que la personne qui est pénétrée est limée. Elle est usée de l'intérieur par celui qui pénètre. Très péjoratif comme action. 2. Que la personne qui est pénétrée n'est pas actrice mais passive dans l'action. 3. Que tout ce qui se passe avant l'action de limer est superflu. Les caresses d'une ou l'autre partie sont considérées comme peu importantes, or ce sont tout autant un acte sexuel. Utilisons les bons mots. Cunnilingus, fellation, enrobons-les, caresses, etc. Mais sortons ces pratiques de leur coin et célébrons-les comme des actes sexuels à part entière. Ce qui est important, donc, c'est de parler du corps, des différences et de la diversité. Qu'en penses-tu, Marie-Ange ? Oui, c'est vrai que parler du corps, ça va aussi avec ce que je disais tout à l'heure de la sexualité par le prisme de l'individu. On a de plus en plus de comptes Instagram, pour ne citer que ce réseau social, qui montrent par souvent des dessins très graphiques, très jolis et tout, comment ça fonctionne, etc. Comment fonctionne un vagin, comment fonctionne un pénis, comment fonctionne, je sais pas moi... une éjaculation féminine, voilà, un cervix, ça rentre vraiment dans des détails hyper précis, ce qui est très bien parce que si on... je relis à ta question de tout à l'heure, ce qui manque à l'éducation sexuelle à l'école, malheureusement, le porno le complète. C'est-à-dire que alors c'est pas la question de savoir si le porno c'est bien ou c'est pas bien. On a le droit de regarder du porno et on a le droit de prendre du plaisir à regarder du porno. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas penser que le sexe c'est comme ça et ça se passe comme ça. Ce sont des acteurs entraînés, préparés. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est en fait de faire comprendre qu'un rapport sexuel c'est beaucoup plus complexe et dans le corps et dans la tête qu'une scène de pornographie. Ces comptes Instagram le font très bien. Je ne suis pas sûre que ça ait une audience très large. En fait, ça a beaucoup d'audience, mais je pense que ça a une audience d'un public déjà presque convaincu. Et notamment beaucoup des filles. Le travail à faire, il est beaucoup sur les garçons. Alors non pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, pas du tout, c'est juste parce qu'ils héritent d'un patriarcat très ancré et qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas et parce que ils ont un pénis donc ils n'ont pas
en tout cas peu moins de notions de douleur, parce qu'ils ne peuvent pas tomber enceintes, etc. Donc ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Ça ne veut pas dire que on ne va pas leur vouloir d'avoir un pénis, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas non plus. Pour relier à ce que tu disais, la question du corps, elle est fondamentale, et c'est peut-être là qu'il y a du tabou, parce que dès qu'on parle de corps, on parle de ce qui peut être sale, en tout cas considéré comme sale, parce que ça ne l'est pas, mais on sort d'un cadre très médical et on arrive dans de l'intime. Et je pense que c'est encore un peu, pour le coup, oui, tabou de parler de sécrétion féminine, d'éjaculation, j'essaie de trouver des exemples, je ne sais pas, de pratiques. Enfin, c'est difficile de mettre des mots lisses sur des pratiques qui ne le sont pas. Voilà. On parle de l'importance des mots, de la diversité. Alors, on reprend avec toi, Sam. Que veut dire l'acronyme LGBTQIA+. LGBTQIA+, c'est un acronyme qui s'est élargi au fil du temps, qui continue à s'élargir et qui comprend plusieurs choses, qui va comprendre alors des orientations sexuelles, c'est-à-dire par qui on est attiré romantiquement, sexuellement, et des identités de genre, c'est-à-dire le fait d'être homme, d'être femme, de se sentir parfois homme, parfois femme, ni l'un ni l'autre. Enfin, tout ça, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Mais c'est aussi, alors c'est un terme quand je dis qu'il s'élargit avec le temps, c'est parce que récemment j'ai eu une conversation avec une personne trans qui milite depuis plus longtemps que moi et qui me disait qu'avant il n'y avait que LGB, donc lesbienne, gay, bisexuel, et que le T de transgenre, ça a été aussi un combat pour l'introduire, tout comme c'est un combat à l'heure actuelle pour introduire les autres lettres, y compris au sein de la communauté. Donc, pour revenir un peu plus en détail sur ces lettres-là, il va y avoir le L lesbienne, donc des femmes attirées sexuellement et ou romantiquement par d'autres femmes. Le G, ça va être pour gay, donc des hommes attirés sexuellement et ou romantiquement par d'autres hommes. Le B, c'est pour bisexuel, donc des personnes attirées par d'autres personnes indépendamment de leur genre, bien qu'on puisse en débattre parce que c'est un débat qu'il y a en ce moment dans la communauté, où on a tendance à mettre le terme bisexuel en opposition au terme pansexuel, dans l'idée où la bisexualité serait plutôt quelque chose où on va aimer soit les hommes, soit les femmes, et où pansexuel, ce serait aimer quelqu'un indépendamment de son genre. Pour moi, les deux termes se valent, mais ça, c'est une approche très personnelle et c'est un débat. Donc, les trois lettres que j'ai citées, lesbienne, gay, bi, trans, ce sont des orientations sexuelles. Le T de transgenre, c'est-à-dire c'est une personne qui naît dans un genre dans lequel elle ne se reconnaît pas. Donc, une personne qui naît homme biologiquement, entre guillemets, et qui ne se reconnaît pas dans ce genre-là, mais dans le genre femme, ou une personne, à l'inverse, qui naît femme, mais qui ne se reconnaît pas dans ce genre-là, et qui est un homme, qui se ressent être un homme. Donc là, déjà, alors, au niveau du T de transgenre, avant, c'est ce qu'on appelait transsexuel. On ne le dit plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que, justement, pour ne pas continuer à créer cette confusion dans la tête des gens que transsexuel, c'est lié à la sexualité, parce qu'une personne trans peut très bien être lesbienne, gay ou bi. Ça, c'est pas parce qu'on est trans qu'on est forcément hétéro. Ça, c'est déjà une chose. Donc, c'était vraiment relier le terme trans vraiment à l'identité de genre et plus à la confusion avec l'orientation sexuelle. Et aussi parce que le terme transsexuel a une connotation assez psychiatrisée, médicalisée, parce que longtemps, la question transgenre, et c'est encore en débat maintenant, a été liée au fait d'être considéré comme une maladie mentale, ce qui a aussi été le cas pour l'homosexualité, mais pour la question trans, ça a été un peu plus long. Et je crois que ça ne fait... Alors, si je ne dis pas de bêtises à vérifier, mais je crois que ça ne fait que 4-5 ans qu'il y a eu la dépsychiatrisation de la notion trans. Et ensuite, pour les autres lettres, donc Q, ça va être
le mot queer, Q-U-2-E-R, qui est un terme anglophone. Alors, queer, c'était utilisé dans les années 50 pour discréditer les personnes de la communauté LGBTQIA+, justement, pour dire que c'était des personnes bizarres, des personnes perverses, voilà, bizarres dans le mauvais sens du terme. Et à l'heure actuelle, ça a été c'est un terme que la communauté s'est réapproprié pour en faire justement une force. Et queer, c'est plutôt une identité parapluie qui va se construire, comment dire ça. Queer, c'est une identité parapluie qui va en opposition avec la binarité, que ce soit dans l'orientation sexuelle ou dans l'identité de genre. C'est-à-dire sortir un peu de ce carcan où on est soit homme, soit femme, où on est soit hétéro, soit gay. Voilà, c'est revendiquer en fait une pluralité dans les orientations sexuelles, dans les identités de genre. Et ça peut regrouper... c'est un terme assez militant, en fait, queer. C'est assez militant. Ensuite, il y a le I pour intersexe. Intersexe, ce sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques biologiques des deux sexes. Alors, ça peut être des organes génitaux qui sont et un peu dits biologiquement hommes et un peu dits biologiquement femmes. Ça peut être des taux hormonaux différents à la naissance et tout au long de la vie. La question intersexe, ce n'est pas la question sur laquelle je m'y connais le plus. C'est pour ça que pour ça, il y a le collectif Intersexe et Alliés qui milite depuis un moment et qui est composé donc de personnes intersexes et de leurs alliés qui militent activement, alors notamment pour une question qui est l'arrêt des mutilations génitales à la naissance. C'est-à-dire que les personnes intersexes, à leur naissance, encore une fois, la société et la norme dont on parlait tout à l'heure et le corps médical n'acceptent pas cette variation ou ces variations et demande aux parents. Ce n'est pas vraiment une demande, c'est plutôt assez malheureusement manipulé, on peut le dire, pour que l'enfant soit garçon, soit fille. Donc, on décide pour lui à la naissance qu'il soit garçon ou fille, qu'il ou qu'elle soit garçon ou fille. Et ensuite, ça entraîne des opérations chirurgicales très lourdes, au niveau génital notamment, qui font que ça crée énormément de traumatismes physiques et psychologiques aux personnes concernées. C'est une de leurs revendications et leur revendication principale. Et le A de LGBTQIA, ça va être les personnes asexuelles, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas ou peu d'attirance sexuelle pour d'autres personnes, quel que soit leur genre. Et le plus, ça a vocation, encore une fois, ça rejoint un peu pour moi, là c'est aussi personnel, ça rejoint un peu la question queer, c'est vraiment le fait d'introduire dans le sigle le plus de personnes possible, notamment la notion de non-binarité, c'est-à-dire, là encore, l'opposition à la binarité homme ou femme. Et pour moi, la non-binarité, il va y avoir alors deux choses qui entrent en compte principalement. Ça va être à la fois un ressenti très personnel, en effet, de ne pas se sentir homme, de ne pas se sentir femme, ou de se sentir parfois l'un, parfois l'autre. Ça, en fait, les personnes non-binaires, pareil, c'est un spectre. Donc, il va y avoir tout un tas de personnes. Je pense qu'il y a il y a autant d'identités de genre dans la non-binarité qu'il n'y a de personnes non-binaires. Je pense que c'est vraiment propre à chacun et chacune. Et il y a aussi pour moi la notion de stéréotype de genre qui rentre en compte, c'est-à-dire des gens qui ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus correspondre à ce que la société attend d'eux en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est-à-dire pour un homme être protecteur, être fort, être viril, ne pas pleurer, et pour une femme être à l'écoute, être attentive, être toujours là, être une mère, voilà. C'était des exemples que je cite, mais il y en a d'autres. Pour les personnes transgenres, le genre utilisé est le genre dans lequel la personne se reconnaît et s'identifie. Homme transgenre, la personne se sent homme. Femme transgenre, la personne se sent femme. On s'adresse à la personne dans le genre auquel elle se reconnaît. Sam, on sait quel pronom utiliser pour une personne transgenre. On utilise les pronoms du genre dans lequel elle se reconnaît, mais pour une personne non-binaire. Quels pronoms utilisons-nous ?
Pour une personne non-binaire, là encore, comme je te disais, tout comme il existe autant de personnes non-binaires qu'il existe d'identité de genre dans ce spectre-là, le mieux quand on a un doute, je pense, c'est de demander. C'est de demander à la personne comment on la genre parce que ça peut... on ne peut pas deviner, hein, de toute façon. Il y a des fois où on a un doute, on ne peut pas deviner. Et là, je pense notamment, ça se fait beaucoup entre personnes de la communauté LGBTQIA+. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui mettent leurs pronoms dans leur biographie de réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle où il n'y a pas forcément les écrans, etc., quand on a un doute, c'est le mieux, je pense que c'est de demander. Beaucoup de personnes non binaires ou même de personnes trans, hein, qui ont des pronoms féminins ou masculins, même si ce n'est pas forcément des pronoms neutres, les violences administratives et à l'extérieur, dans la sphère économique, la sphère sociale de manière générale, c'est souvent des gens qui... Alors, je comprends quand il y a de la maladresse, mais parfois des gens qui vont insister sur ce qui s'appelle, par exemple, le dead name de la personne, c'est-à-dire si une personne trans n'a pas encore changé son nom ou son état civil, sur ses papiers d'identité, il risque d'y avoir son dead name, donc en français traduit nom mort, donc son nom de naissance, mais le nom qu'elle ne souhaite plus utiliser. Et ça peut créer des situations vraiment gênantes et blessantes où les personnes se retrouvent confrontées à leur genre de naissance et où la personne en face va insister en appelant monsieur ou madame une personne qui voilà, ne se reconnaît pas dans ce genre-là. Et pour une personne non-binaire, le mieux, c'est de demander. Je reviens aussi rapidement sur la notion transgenre. On parlait tout à l'heure de cismasculinité. Alors, pour une petite définition, cisgenre, donc C-I-S-G-E-N-R-E, c'est une personne qui naît dans un genre, homme ou femme, et qui se reconnaît dedans, tout simplement. Donc, une personne cisgenre, c'est l'inverse d'une personne transgenre, c'est la majorité, en tout cas la dite majorité, la dite norme de la population. Là, je parle en France à l'heure actuelle. Comment pouvons-nous parler de ces sujets aux jeunes de manière inclusive et dans les écoles, Marie-Ange ? Je sais pas. Alors, je saurais pas te répondre parce que je suis pas éducatrice sexuelle, mais enfin ou infirmière. Je sais pas s'il existe une éducatrice sexuelle. Non. Ou alors c'est un métier très bizarre. Mais en tout cas, je fais pas d'intervention. C'est pas mon métier. Je sais juste une chose, c'est que si j'avais un conseil à donner à n'importe qui, jeune ou pas jeune, c'est de faire attention à soi et à l'autre. Et aussi, dès que l'on a une question, n'importe quoi, même si ça peut paraître bête, d'aller voir le planning familial. Alors le planning familial, je précise et j'insiste, ça n'est pas que pour des tests, ça n'est pas que pour des IVG et ça n'est pas que pour les jeunes. On peut y aller de 14 à même 12 à 50 ans si on veut. On peut y aller en couple, on peut aller si on est hétéro, homo, quelles que soient les questions qu'on a, on peut y aller. Et c'est anonyme et gratuit. Donc je pense que déjà s'informer, c'est déjà un pas vers la discussion bienveillante. Après, comment parler de sexualité, honnêtement, je sais pas, je suis pas très bien placée pour ça. En tout cas, dans l'émission qu'on a faite, on a essayé justement d'en parler sans aucune limite. Et non, on n'a pas employé de mots qui seraient vulgaires, entre guillemets. On ne dit pas couille, bite et chatte sur Via Steel. Donc, j'aurais du mal à répondre à ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de décortiquer la sexualité dans notre société. Après, de l'éducation sexuelle, c'est vraiment un métier à part. Et je pense que quand on est parent... je sais pas, bonne chance. Et est-ce plus délicat de parler de certaines pratiques chez les hommes que chez les femmes ? Je pense qu'il y a deux choses. D'un, c'est vraiment très lié à la peur de passer pour un homosexuel. Bon.
même si peur, on n'a pas à avoir peur de passer ou d'être homosexuel, tout va bien. C'est vrai qu'il y a des tabous sur en particulier cette pratique-là, mais sur d'autres aussi, évidemment. C'est lié à un excès de virilité mal placé. Hein. Je n'ai pas d'autre explication que ça. La seule évolution possible, c'est effectivement, plus on en parlera. Je citais l'Express qui parlait de sodomie tout à l'heure. Si Libération fait un article sur la pénétration anale chez les hommes, peut-être que ça sera de moins en moins tabou. Si on en parle toutes les semaines, ça sera de moins en moins tabou. Il y a une seconde chose, je pense, à prendre en compte, c'est l'évolution de la sexualité. On ne fait pas l'amour de la même façon à 15 ans qu'à 25, qu'à 20 ou 30 ans. Et je pense que, pour le coup, je m'en suis vraiment aperçue l'âge avançant. Plus on avance dans l'âge et moins ce genre de propos pose problème, en fait. Et c'est peut-être aussi normal d'avoir au début des clichés, on en a toutes eu et tous eu, on a tous évolué avec. Moi, je trouve que c'est pas très grave. Les clichés ne sont pas très graves tant qu'on ne stigmatise pas l'autre ou on se stigmatise pas de soi ou on fait pas de mal à l'autre, etc. Après, on peut évoluer avec des clichés et on peut en changer et c'est pas très grave. Comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, c'est sexiste et clairement dégradant. Or, le fait que dans ce cas précis, c'est également homophobe. En effet, comme dans les préliminaires, l'action avant le fait de limer l'autre, qui aurait bien envie de se faire poncer de l'intérieur, dites-le moi. On apprend aux femmes à encaisser. On leur dit que si elles ont mal, c'est elles le problème, et qu'elles doivent le résoudre seules. Mais on n'apprend pas ça aux hommes. Donc cette homophobie intégrée, cette peur de la pénétration chez l'homme, est normale. On n'en parle pas avec toute la bienveillance et le respect que l'on devrait. Alors, mesdames, messieurs, aucune pratique n'est dégoûtante si elle est discutée, consentie, bienveillante, bien réalisée et qu'elle fait du bien à toutes les parties de l'acte sexuel. On nous présente ça comme quelque chose d'anodin et en fait, ça mis bout à bout avec tout un tas d'autres choses qu'on nous présente comme anodines, comme naturelles, comme normales, comme mais non, mais c'est rien, il ne faut pas s'énerver. Toutes ces petites choses qui nous paraissent rien, en fait, c'est ça qui structure notre société et ça fait partie très principalement de ce qui structure les stéréotypes de genre et les discriminations qui vont en découler. C'est que ce soit comme tu parlais tout à l'heure, la masculinité toxique. Je me rappelle d'une anecdote aussi que je bossais dans un magasin de jouets que je ne citerai pas ici, où je voyais du coup tout un tas de rapports entre les parents et les enfants, et les pères serraient les dents en disant à leur fils de ne pas prendre le Tamagotchi rose, comme si on avait l'impression que excusez-moi, mais qu'on était en train de leur retirer leur virilité devant tout le magasin. C'est vraiment tout un tas de stéréotypes de genre où de toute façon, ce qui est associé au féminin est considéré comme inférieur. Et c'est là aussi, alors, pas dans la totalité, mais c'est aussi pour ça que le sexisme a des points communs avec l'homophobie subie par les hommes gays, parce qu'en fait, ils sont, comme toujours ces questions de kiffer la femme, de ne pas te faire trop folle, de jamais correspondre à des critères qui soient trop féminins, parce que c'est considéré comme inférieur, et que là, tu n'es même plus un sous-homme, voilà, tu es presque une femme, donc aux yeux de la toute-puissance virile, tu n'es rien. Éviter de parler du genre peut-il éviter le tabou, Marie-Ange ? Bon, déjà, il faut parler de sexe. Quand je dis sexe, c'est masculin ou féminin. J'ai été surprise la dernière fois, je préparais une émission avec Noëlle Masson, qui est une infirmière du planning familial sur la prévention sexuelle. Et donc, j'allais voir différents sites de planning familiaux. Et vous savez, il y a des questionnaires, en fait, à destination des jeunes ou des moins jeunes. Et un planning familial de je ne sais plus quelle région avait mis la question je suis une femme, un homme, ou se définit pas. Et ça m'a un peu choquée, pour être honnête, parce que
il faut qu'elle y soit, cette question, parce que la question du genre est prégnante, il n'y a pas de souci. Mais ça ne remplace pas la question du sexe. Et c'est très important, quand on parle de santé sexuelle, de savoir à quel sexe on s'adresse, parce que les maladies ne sont pas les mêmes. Faire l'amour, même si on est gay ou lesbienne, ça n'est pas la même chose si on a un vagin ou un pénis. Donc, en fait, la question du genre, pour moi, ne doit pas remplacer celle du sexe, elle doit la compléter. Parler de sexualité sans parler de genre, c'est passer à côté de tout un tas de choses. On ne peut pas défendre l'avortement sans parler de genre, par exemple. Le genre, c'est avant tout une représentation. Ce sont des... Comment dire voilà, ce sont ça décrypte des rapports sociaux entre les sexes. Et c'est important de comprendre le système qui est à l'œuvre dans la sexualité, plus que la finalité, plus que le ressenti. Pour être plus clair, que l'on se sente fille ou garçon, peu importe, le principal lorsqu'on parle de sexualité, c'est de comprendre les mécanismes de genre qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire le chemin et le système social derrière. Et encore une fois, on ne peut pas défendre ou expliquer des causes comme l'IVG, le mariage pour tous, même le BDSM, si on ne prend pas en compte la question du genre. Ça ne veut pas dire qu'il faut la figer, on peut la questionner, la décortiquer, etc. Mais il ne faut pas effacer le genre, parce que ça, malgré le ressenti que peuvent avoir les individus, le genre... le genre paramètre encore toutes nos relations sexuelles et sociales, que l'on soit non-binaire, homosexuel, gay et lesbienne. Et c'est primordial de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Voilà. Tout est construit, a été pensé dans ces axes-là, mais ça nous paraît tellement comme naturel, anodin, tout ça, que c'est des choses où quand on y réfléchit et qu'on demande aux gens d'y réfléchir, on passe pour la féministe extrémiste qui veut absolument éradiquer les hommes, alors que très ironiquement, le féminisme a vocation à avoir des bénéfices, y compris pour eux, puisqu'une égalité n'a pas pour vocation de construire une autre domination. Puis de toute façon, je ne pense pas que ce serait possible. Enfin, c'est un débat à avoir, mais ça prendrait des siècles et des siècles. On ne parle jamais assez qu'être bienveillant avec autrui est super important. On réfléchit aux termes que l'on utilise au quotidien pour voir si l'on ne discrimine pas ou stigmatise pas une communauté, une orientation sexuelle ou des pratiques. On questionne si l'on a un doute, on se documente, on réfléchit sur ses actes et paroles pour ne pas imposer aux autres des dictats ou névroses que l'on n'aurait pas encore déconstruits chez nous. Un terme qui ne nous blesse pas peut blesser une autre personne, et avec des petits changements simples, on évite beaucoup de peine et de sexisme, homophobie, racisme, etc. Dans le couple, alors le couple n'arrive pas vierge de tout bagage. Chaque composante du couple arrive avec tout ce qu'il a vécu dans son éducation, toute la culture de sa famille, enfin tout ce qui fait que l'individu est ce qu'il est. Donc chacun arrive dans le couple avec un mode de fonctionnement. Ces modes de fonctionnement vont créer le mode de fonctionnement du couple. Il y a un thérapeute qui avait écrit un livre qui s'appelle 1 + 1 = 3. Ça veut dire quoi 1 + 1 = 3 ? Ça veut dire qu'il y a les deux composantes du couple et le couple en lui-même. C'est-à-dire que le couple en lui-même est une entité. Et cette entité, elle se doit d'avoir des règles de fonctionnement. Et ces règles, elles vont être de quel ordre ? Est-ce qu'elles vont être celles de... On va prendre un couple hétérosexuel. Est-ce qu'elles vont être celles de madame ? Est-ce qu'elles vont être celles de monsieur ? Qui va, entre guillemets, gagner ? Qui va imposer ces règles ? C'est là qu'intervient la capacité de l'un et de l'autre à pouvoir modeler. On dit toujours que dans un couple, on doit faire des concessions. La plupart des concessions, elles interviennent sur ces règles. Alors je prenais l'exemple lors de la conférence du pain, c'est-à-dire que dans la famille de Monsieur X, on ne jette pas le pain. Donc finalement, on mange pratiquement toujours du pain rassis.
Et dans la famille de Madame Y, on veut toujours manger du pain frais, donc on jette le pain. Donc ce couple se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette le pain? Alors, c'est peut-être bête, ça semble peut-être étrange, mais la notion de nourriture est très, 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 très importante, parce que n'oublions pas que dans ce couple conjugal, il y a de grandes chances pour qu'il arrive un couple parental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éduquer les enfants, est-ce qu'on va édicter les règles de madame ou est-ce qu'on va édicter les règles de monsieur? Et là, il y a un risque de dispute. Chez moi, on fait toujours comme ça. Donc c'est trouver un juste équilibre. Voilà. Ou de redéfinir de nouvelles règles, c'est-à-dire les règles qui sont propres au couple. C'est toute la question de la morale. En fait, le tabou dont tu parlais tout à l'heure, il est lié à la morale. Alors, ça ne devrait pas l'être, mais dès qu'on parle de la sexualité, on en parle d'un point de vue éthique et moral. Or, on pourrait considérer que c'est une activité comme une autre. Il y a un philosophe qui prend l'exemple du patin à glace, qui disait c'est une pratique physique comme une autre, on devrait traiter la sexualité comme on traite du patin à glace, c'est-à-dire une pratique physique dans laquelle il ne faut pas se blesser et ne pas blesser l'autre, et puis et puis ne pas avoir de considérations éthiques ou morales. Or, nous sommes encore dans une société judéo-chrétienne. Même au-delà du questionnement judéo-chrétien, je pense que dès que l'on a affaire à l'autre, on est dans des questions de moralité et d'éthique qui sont quasi inévitables. Là, la morale et l'éthique sont en train de se déplacer, par contre. On parle moins de ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. On parle de plus en plus de bienveillance, de consentement, etc. L'éthique et la morale s'est déplacée d'un point de vue un peu plus positif, j'ai l'impression. Même si ça reste une éthique, quand même, le consentement, c'est un sujet hautement éthique. Il n'est pas appliqué qu'à la sexualité, d'ailleurs, mais c'est un sujet très, très éthique. Il n'y a pas une norme. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans une case et dire, voilà, pour être normal, il faut que tu fonctionnes comme ça. La normalité, elle est dans les règles que va poser le couple. Est-ce qu'on vit ensemble? Oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de nouveaux couples, entre guillemets, de gens qui ont 50, 60, 70 ans, qui ont fait la première partie de leur vie avec telle ou telle personne et qui se retrouvent seuls et qui se remettent en couple, mais qui restent chacun chez eux. Alors, très souvent, ils restent chacun chez eux, ça veut dire qu'ils ont un appartement qui est vide le plus souvent de l'année, mais ça ne fait rien. C'est cette notion de dire j'ai cette capacité de pouvoir partir quand je veux. Donc, c'est pas le fait de dire voilà, pour qu'un couple soit fonctionnel, il faut que ce soit comme ça. C'est le fait de dire je pense que le maître mot dans le couple, c'est la notion de respect. Respect, voilà. Tant dans la sexualité que dans la vie du couple. À partir du moment où je me respecte et je te respecte, on fait ce qu'on veut. Moi, je reçois des couples libertins. À partir du moment où chacun est d'accord pour vivre cette vie de libertinage, tant mieux, grand bien leur face. Il ne s'agit pas de dire la société dit que c'est comme ça. Parce que finalement, la société, qu'est-ce que c'est? La société, on le voit bien dans l'évolution. La société, elle n'est que le reflet du couple et de la famille. Donc, la société a un impact sur la famille et le couple et la famille ont un impact sur la société. Donc, c'est pas unilatéral. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer les gens dans une norme. Il s'agit de dire, voilà, c'est une notion de respect. Et dans cette notion de respect, on arrive à la base de la notion de pouvoir dans le couple, de domination. La notion de pouvoir, elle est nécessaire, mais il est aussi nécessaire qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir unilatéral, c'est un pouvoir partagé. Nous avons parlé sexualité dès la construction identitaire très jeune pour chaque individu, jusqu'au choix de l'orientation sexuelle, de l'expression de genre et de la création de relations, de couple ou non. Nous avons parlé importance des mots, importance de véhiculer des notions de diversité de corps et de choix. Notre philosophie est langagière au service de l'inclusion, la bienveillance et du respect. Que vous soyez un homme,
une femme, non-binaire. Que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast sexiste lié à la sexualité. On se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux à podcast sexiste.